Bonjour, dans ce cours nous allons parler d'analyse du cycle de vie. Nous allons voir comment est réalisée une ACV, quelle est la méthodologie utilisée avec ces différentes étapes. Premièrement, on peut se poser la question, en quoi consiste une analyse du cycle de vie, appelée couramment ACV? Comment calculer les impacts sur l'environnement d'un matériau et d'un bâtiment? Tout d'abord, qu'appelle-t-on l'analyse du cycle de vie? Quelle est sa définition? L'objectif de l'analyse du cycle de vie, c'est d'inventorier dans un premier temps, puis d'évaluer les impacts environnementaux des flux de matière entrant et sortant à chaque étape du cycle de vie d'un matériau, d'un objet, d'un système ou d'un bâtiment. L'analyse du cycle de vie est un outil qui va nous permettre dans un premier temps d'identifier les principales sources d'impacts environnementaux, de les éviter ou d'arbitrer le déplacement de ces sources d'impacts environnementaux et d'étudier plusieurs alternatives. Deux normes principales sont associées à cette méthodologie ACV. La norme ISO 14040 et la norme ISO 14044. Voyons maintenant comment va s'articuler cette méthode. Comment est-ce qu'on va évaluer ces impacts environnementaux? La première chose à voir, c'est qu'on va les évaluer tout au cours du cycle de vie. Qu'est-ce qu'un cycle de vie des matériaux? Le cycle de vie d'un matériau représente les différentes étapes de la vie d'un matériau ou d'un bâtiment, depuis l'extraction des matières premières jusqu'à sa fin de vie, en passant par la transformation, la commercialisation du produit, sa mise en œuvre et son usage. On a deux approches possibles, ce qu'on appelle le cradle to gate, qui va du berceau à la porte, où là on va avoir une analyse du cycle de vie partielle, et le cradle to grave, du berceau à la tombe, où là on va avoir une analyse du cycle de vie complète. Évidemment, à chaque étape du cycle de vie, on va se retrouver avec des étapes de transport. Donc, dans cette méthode d'évaluation des impacts environnementaux, non seulement elle doit être faite au cours du cycle de vie, mais elle doit être faite pour l'ensemble des indicateurs d'impact. Ces indicateurs d'impact, évoqués dans le cours sur l'analyse multicritère, sont l'épuisement des ressources, les déchets, le réchauffement climatique et d'autres. Comme vous le voyez sur le schéma représenté ici, ces différents indicateurs d'impact vont être évalués sur toutes les étapes du cycle de vie. On se retrouve donc dans le cadre de la méthodologie ACV avec une approche qui est multicritère et multi-étapes. Maintenant, au niveau de la méthode de calcul, comment est-ce qu'elle va se pratiquer? On va partir d'un comptage. Un comptage de quoi? Un comptage de ce qu'on va appeler les entrées, c'est-à-dire les consommations, tout ce qu'on va consommer, tout ce qu'on va prendre à notre terre, et d'autre part les sorties, tout ce qui va être des émissions, que ce soit des pollutions dans l'air, dans l'eau, ou la production de déchets. À partir du comptage de ces entrées et de ces sorties, à l'aide de la méthode de calcul ACV, on va obtenir les indicateurs d'impact environnementaux aux différentes étapes du cycle de vie. Cette analyse du cycle de vie est cadrée par les normes évoquées précédemment et les différentes étapes de cette méthode de calcul sont représentées sur le schéma que vous avez ici. Quelles sont ces différentes étapes? Tout d'abord, on va définir les objectifs et le champ de l'étude. En quoi consiste cette définition des objectifs et du champ de l'étude? On va entendre parler d'unité fonctionnelle. On va définir cette unité fonctionnelle. L'unité fonctionnelle représente une performance quantifiée associée à un flux de référence. Par exemple, on va retrouver comme unité fonctionnelle assurer la fonction de mur porteur pour 1 mètre carré de paroi, d'isolant avec une résistance thermique définie pour 1 mètre carré de paroi, une route supportant une charge de X newtons pour 1 km de route. On peut également définir ce qu'on appelle l'unité déclarée, qui correspond à la quantité d'un produit de construction utilisé comme unité de référence et qui se rapporte à des applications particulières. Par exemple, une tonne de granulat, 1 mètre cube de béton, 1 mètre carré de mur. Les autres éléments qui rentrent en compte dans la définition des objectifs sont, d'une part, la durée de vie du matériau et d'autre part, les frontières du système. La description de l'unité fonctionnelle, la définition de la durée de vie et la description des frontières du système conduisent à la description du processus complet de notre matériau sur son cycle de vie. Une illustration de ce qu'on vient de voir est proposée dans l'animation sur le cycle de vie du bâtiment. Deuxième étape après la définition des objectifs et du champ de l'étude, l'analyse de l'inventaire. En quoi consiste cette analyse de l'inventaire? L'analyse de l'inventaire va consister à établir une liste de ce qu'on appelle les aspects environnementaux liés à l'activité étudiée.
on va faire le bilan des entrées et des sorties, terme évoqué précédemment. On peut retrouver, par exemple, de la consommation de fioul, du rejet de dioxyde de carbone, de la consommation de sable, du rejet de dioxyde de soufre. Évidemment, cet inventaire des entrées et des sorties est effectué pour chaque étape du processus. Où trouver l'information? On va se référer à des bases de données d'inventaire de cycle de vie des différents composants. Ainsi, on obtiendra l'ICV pour l'unité fonctionnelle étudiée qui va nous représenter les aspects environnementaux entrants et sortants. Pour résumer, à partir des bases de données d'inventaire du cycle de vie, que ces données soient des bases de données référencées, par exemple la base de données EcoInvent, ou que ces bases de données soient établies directement par les producteurs de matériaux ou de systèmes, on va établir l'inventaire des entrants, matières premières, minerais, eau, pétrole, gaz, charbon et énergie, donc ce qui est consommé, l'inventaire des sortants, ce qui est émis, émissions atmosphériques, effluents liquides, déchets ou autres. Évidemment, j'insiste sur le fait que cet inventaire doit être établi sur les différentes étapes du cycle de vie du produit tout au long du processus, depuis l'extraction des matières premières jusqu'à la fin de vie. Une fois que cet inventaire est établi, on va passer à l'étape de calcul, c'est-à-dire l'évaluation de l'impact. Comment procéder? On a d'une part notre inventaire, des flux sortants et entrants, donc des consommations et émissions. On va ensuite assembler l'ensemble des éléments de cet inventaire, ce qui va conduire au calcul des indicateurs. Ce calcul des indicateurs se fera à l'aide des facteurs de caractérisation que nous allons voir juste après. Une fois cet assemblage effectué, on obtiendra les indicateurs d'impact, épuisement des ressources, changement climatique, acidification et autres. Voyons maintenant un exemple de calcul de ces indicateurs et du rôle des facteurs de caractérisation. Quel est le principe de calcul d'un indicateur d'impact environnemental? Sur la diapositive que vous voyez maintenant, on va illustrer le calcul d'un indicateur d'impact environnemental pour le cas du réchauffement climatique ou gaz à effet de serre. La première chose à faire, c'est d'obtenir les données d'entrée. Dans le cas présent, on va étudier l'influence d'un produit A dans un bâtiment qui a 420 m² de façade, et ce produit A, et il y a 10,5 tonnes de ce produit A dans notre bâtiment utilisé. On ramène la quantité utilisée de ce produit A à l'unité fonctionnelle. Comme ici, on va étudier l'analyse du cycle de vie d'un mètre carré de façade, on va obtenir 25 kg de ce produit A par mètre carré de façade. On a donc ramené nos données d'entrée à l'unité fonctionnelle. L'étape d'après va consister à multiplier cette quantité de 25 kg de produit A par les éléments de l'inventaire et les facteurs de caractérisation. Comment procéder? On va effectuer l'inventaire des gaz à effet de serre émis tout au long du cycle de vie de fabrication du produit A, comme vu sur la diapositive précédente. On va retrouver le dioxyde de carbone, le méthane, le protoxyde d'azote et tous les autres gaz à effet de serre évoqués. On va donc obtenir un quantitatif massique de cet inventaire. Par exemple, pour le produit évoqué, on a 472 kg de CO2 émis, 0,03 kg de protoxyde d'azote émis. Cet inventaire, gaz à effet de serre par gaz à effet de serre, va être multiplié par le facteur de caractérisation de chacun de ces gaz à effet de serre. Le facteur de caractérisation va permettre d'exprimer l'importance relative de chacun de ces gaz à effet de serre sur la contribution générale de l'indicateur d'impact étudié. Sur le tableau que vous voyez ici, vous en avez son illustration. Le facteur de caractérisation du CO2 est égal à 1, ce qui veut dire que les 472 kg de CO2 émis vont contribuer au niveau de l'indicateur d'impact réchauffement climatique, autrement dit gaz à effet de serre, à 472 kg d'équivalent CO2. Si je prends l'exemple du méthane, CH4, j'ai émis 0,5 kg de méthane pour 1 kg de mon produit A. Ces 0,5 kg de méthane émis, multiplié par le facteur de caractérisation, va contribuer à hauteur de 12,5 kg
d'équivalent CO2 dans mon indicateur d'impact réchauffement climatique. On fait cette démarche pour chacun des gaz à effet de serre. Et on obtient ainsi une somme, non pas une somme uniquement des quantitatifs émis, mais une somme des contributions de chacun des gaz à effet de serre à hauteur de leur facteur de caractérisation. On obtient ainsi, dans l'exemple donné, une contribution de notre produit A à l'indicateur réchauffement climatique de 626,70 kg d'équivalent CO2, valeur qui est différente de la simple addition des quantités émises de chacun des gaz, qui serait, en l'occurrence, de 472,63. Une fois cette étape réalisée, on peut donc dire que notre produit A contribue pour 15 700 kg d'équivalent CO2 par mètre carré de façade. Ce chiffre a été obtenu comment? En multipliant la contribution aux gaz à effet de serre pour 1 kg de notre produit A, soit 627 kg d'équivalent CO2, par les 25 kg de produit A que l'on retrouve par mètre carré de façade. Une fois cette démarche faite, on va, pour notre façade, reproduire la même démarche pour chacun des produits qui vont être utilisés dans notre façade. On obtiendra ainsi la somme de l'ensemble des contributions aux gaz à effet de serre des différents produits. La valeur totale exprimée sera exprimée en kilogrammes d'équivalent CO2 par mètre carré de façade et ça représentera notre indicateur réchauffement climatique. Cette diapositive a illustré la méthode de calcul de l'indicateur réchauffement climatique. Évidemment, il faudra reproduire cette démarche pour l'ensemble des indicateurs d'impact environnementaux. Réchauffement climatique, eutrophisation, acidification, etc. En ce qui concerne l'indicateur réchauffement climatique, on obtiendra un total en kilogrammes d'équivalent CO2. Par exemple, pour l'acidification, on obtiendra un total des émissions en kilogrammes d'équivalent SO2. Et pour l'indicateur consommation des ressources énergétiques fossiles, on obtiendra un indicateur en mégajoules. Donc, maintenant, nous avons vu les 3 premières étapes. Définition des objectifs et du champ de l'étude, analyse de l'inventaire, évaluation de l'impact. On va maintenant passer à la phase d'interprétation et aux applications. Pour ces 2 étapes-là, comment interpréter une analyse du cycle de vie qui est donc multicritère et comment l'utiliser dans les applications, je vous renvoie au cours sur l'approche multicritère et sur les différents projets que vous aurez à faire au cours du parcours. Rapidement, voyons quand même quelles sont les applications que l'on peut avoir à l'échelle du matériau. Cette analyse du cycle de vie à l'échelle d'un matériau va conduire à l'obtention de ce qu'on appelle une fiche de déclaration environnementale et sanitaire ou FDES. La méthode de calcul est décrite dans la norme 15804. Cette méthode va nous conduire à obtenir différents indicateurs qui sont classés en impacts environnementaux, utilisation des ressources, catégorie de déchets et flux sortants. Vous avez une illustration de cette méthode dans l'animation Le cycle de vie du bloc béton. Quand on passe à l'échelle du bâtiment, on va se référer à une autre norme et vous pouvez consulter l'animation Le cycle de vie du bâtiment pour en voir l'illustration. En résumé, la méthode de calcul ACV qui permet de calculer l'ensemble des indicateurs d'impact environnementaux au cours du cycle de vie d'un matériau, donc au cours de son processus de fabrication, est une méthode qui est perfectible, mais qui est nécessaire, elle est évolutive et le plus important, cette méthode doit être réalisée avec objectivité. Je vous remercie.